Salut Eric, Salut Mathieu, ça va? très bien. Bon, super. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'honneur d'être avec Eric aujourd'hui de Campus Invest. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux Bien qui, sûr. au cas où, ne te connaîtraient pas, mais voilà. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, déjà merci Mathieu de m'accueillir ici chez toi à Paris. Non, c'est un plaisir. Moi je m'appelle Eric, je suis un investisseur immobilier dans l'est de la France. J'habite près de Strasbourg et j'achète des appartements tous les ans que je mets en location Ouais. et je vis de ça en fait depuis maintenant 4 ans en fait. D'accord, ok. Du coup, avant, tu avais quoi? T'étais sur un poste de salarié ou t'étais plus sur un poste d'entrepreneur? Non, Comment... disons auparavant j'étais salarié, je travaillais dans le domaine automobile. Ouais, Pour des sociétés automobiles, des sociétés allemandes en fait. Donc j'étais souvent en déplacement d'accord. en fait j'ai voulu changer de mode de fonctionnement puisqu'en fait ça ne me convenait plus par rapport à ma vie familiale. Ouais, Et donc l'immobilier ça a été un bon moyen pour mettre ça en place justement. d'accord. Ok, super. Et donc, quelle a été toi ta stratégie justement par rapport à ça, pour te défaire un petit peu de métro boulot dodo, peut-être on pourrait dire, ça fait un petit peu cliché, mais tu fait peut-être pas le métro, mais tu avais J'avais déplacement. les bouchons Ouais, ouais, en tout cas. Ouais. ouais, voilà. Donc, toi, quelle a été ta stratégie par rapport à ça en Écoute, immobilier? au départ, j'avais pas vraiment une stratégie claire pour Ouais, quitter le métro boulot dodo parce qu'au départ, mon objectif initial, c'était de me préparer une retraite. Donc, comme font beaucoup de gens en achetant un appartement en se disant dans 15 ans ou dans 20 ans, on en profitera. ouais, Ça, c'était mon objectif initial. Donc, ça, c'était en 2003, ça fait déjà quelques années. Mais en fait, entre-temps, les choses ont changé parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai fait des découvertes. Et entre autres, j'ai découvert plusieurs stratégies immobilières, dont finalement la stratégie que j'utilise aujourd'hui. Et donc mon objectif initial, c'était pas du tout de quitter mon emploi. Mais ça, c'est une chose qui s'est imposée au fil du temps parce que j'étais très frustré d'être en déplacement, de ne pas voir ma famille. En fait, c'est surtout ouais, quand j'ai eu mon premier enfant que la question s'est posée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux exactement faire. Et l'immobilier, à ce moment-là, c'est un moment où je me rendais compte que ça pouvait me permettre de me libérer de ce quotidien, en fait. d'accord. Et ta question, c'était au sujet de la stratégie. Ouais, du coup, quelle stratégie t'as mis toi après en place? Donc là, comme tu viens de l'évoquer, tu étais plus parti à la base sur le fait d'acheter et te dire, voilà, on en profitera sur la retraite. C'est ça, Du coup, ton premier enfant est arrivé, voilà. exactement. Et de là, tu t'es dit, bon, petit changement dans la stratégie. C'est bizarre parce que c'est à peu près pareil pour moi en fait, hein. Pour beaucoup, Ouais, pour tout le monde. c'est premier enfant aussi, pareil, le premier qui arrive et en fait, t'es là, tu dis j'ai envie d'en profiter un max en fait et donc on va passer à la vitesse supérieure, on va mettre des choses en place qui font que et donc voilà, toi par rapport à ça, du coup, t'as changé ton idée d'en profiter dans 20 ans C'est pour en ça, parce profiter maintenant. que tu sais ce que c'est. Hein. Quand par exemple tu veux partir en vacances et que ton employeur te dit ah ben non, là ça ne sera pas possible parce on a des obligations, etc. Tu es obligé de reporter tes vacances ou alors d'avoir des mini-vacances, tu n'en profites pas vraiment. Ouais, Ou alors tu rentres tard le soir, le matin tu ne vois pas tes enfants parce que tu es en déplacement. ouais, carrément. Donc ça, à un moment, ça pèse, ça gonfle. Et donc, à un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les choses autrement. Et en fait, ça coïncidait avec plusieurs choses. En fait, c'est un moment où j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'immobilier de l'argent avec l'immobilier, non pas dans 15 ans ou dans 20 ans, mais tout de suite, grâce à certaines stratégies, dont notamment la stratégie que j'utilise aujourd'hui, c'est la stratégie du meublé étudiant à haute rentabilité. En fait, c'est une stratégie qui permet de louer plus cher des logements étudiants, jusqu'à 70 voire 80% au-dessus du loyer classique Ah ouais. pratiqué. Ah ouais, carrément, d'accord. Ok, ouais. Donc ouais, on est vraiment sur du haut rendement, ouais, sur de la haute renta, parce que c'est vrai que des fois, quand on nous parle de ça, ouais, par rapport au gap que tu peux faire sur un loyer standard, avec entre guillemets un rendement, tu vas passer à 30, allez 25-30% de plus, mais là c'est vrai que 70, c'est quelque chose qui est énorme. Ouais. On se rapproche des rendements de la location saisonnière, mais sans les inconvénients de la location saisonnière, puisqu'on est quand même sur un type de location qui est plutôt de la moyenne durée.
D'accord. Et donc, on n'a pas à avoir des changements de locataires fréquents, aussi fréquents qu'en courte durée. On n'a pas à gérer le linge, on n'a pas à gérer le ménage, etc. D'accord. Et on a quand même des super rendements, en fait. Ouais, non, mais ouais, d'après avec ce que tu nous dis là, c'est clair que franchement, c'est vrai que je pense que tu dois pas mal te rapprocher après en fonction du secteur, mais peut-être de la courte durée, ouais. Et je te le dis parce que j'en fais aussi de la courte durée et c'est vrai que après c'est une logistique à mettre en place, c'est une organisation en fonction si c'est toi qui veux faire, déléguer ou pas, combien tu es prêt à mettre pour la délégation aussi, parce qu'après ça impacte en fonction si tu passes par une conciergerie ou une auto-entrepreneur pour l'entrée-sortie, ben, tu impactes ton chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que là tu switches complètement à cette partie-là, ce qui est ultra intéressant et quitte à te rapprocher au plus de cette renta. En fait, la location courte durée, j'ai aussi testé, hein, c'est-à-dire je parle en connaissance de cause, puisque j'en ai fait pendant à peu près 4 ans sur 4 de mes appartements. Okay. Alors j'ai essayé plusieurs choses, je l'ai délégué à 100%, ce qui a aussi un coût. Ouais, bien sûr. Il y a aussi un coût, mais qui n'exclut pas de devoir contrôler les choses et suivre comment ça se passe, puisque malheureusement les choses des fois peuvent dériver. Donc il faut être très attentif quand on fait de la location courte durée. Puis en fait là, depuis le début de l'année, j'ai décidé d'arrêter la location courte durée et de me consacrer vraiment uniquement au meublé étudiant, haute rentabilité. Alors quand je dis meublé étudiant, en fait ça couvre à la fois les étudiants, les locataires étudiants, mais aussi les étudiants qui rentrent dans le monde du travail, c'est-à-dire les jeunes actifs, ce que j'appelle en fait les étudiants +1, étudiants +2. D'accord. Ouais, tu dis ça par rapport à quoi, même à niveau master, tu dis ça, des étudiants qui pourraient être en alternance ou en stage? Il y a effectivement les masters, il y a les alternances, mais il y a aussi les étudiants qui commencent dans la vie active, donc qui ont leur premier emploi, qui viennent juste de terminer les études, mais que j'appelle encore étudiants parce que dans le fonctionnement, on est quand même encore assez proche de l'étudiant. Avec des garanties similaires à celles de l'étudiant. Ouais, c'est sûr, parce que s'ils n'ont pas encore les fiches de paye, même s'ils ont le justificatif d'embauche ou le contrat, c'est vrai que toi, après, au niveau sécurité, tu vas demander les mêmes garanties que tu peux potentiellement avoir avec un étudiant. Donc, alors, soit effectivement un garant, donc souvent ce sont les parents qui se portent garant pour les étudiants français, ou alors une garantie, que ce soit une garantie visale, ou alors des garanties comme le proposent certains assureurs qui sont spécialisés pour les étudiants ou les jeunes actifs. D'accord. Et ça, par rapport au fait des assurances spécialisées, donc étudiants, c'est via quoi? Via peut-être les mutuelles étudiants, des choses comme ça? Pas nécessairement, des assureurs classiques, comme par exemple Allianz. D'accord. Allianz propose ce type d'assurance spécifique. Ils se sont adaptés au marché parce que en fait, l'immobilier, c'est ça qui est magique, c'est quelque chose qui évolue sans cesse et il y a des nouveaux marchés qui se créent. Et puis les assureurs, certains comprennent aussi qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent. Ouais, carrément. Là, tu parlais d'Alliance, c'est bien parce que moi, par exemple, pour assurer justement sur le Airbnb, là, moi, je suis passé par Alliance en fait. Et tu as très peu d'assureurs qui, à la base, souhaitent assurer via les Airbnb. Et eux, du moins, enfin, l'agence que j'ai été voir, en tout cas, eux ont fait en sorte de modeler un contrat par rapport aux problématiques qu'on avait et à ce qu'on faisait en fait avec l'appartement. Parce que c'est vrai que comme tu n'as pas un locataire fixe avec un nom à donner à chaque fois, pour eux c'était une problématique et donc ils ont modifié des choses pour s'adapter à ça. Et c'est vrai que du coup Alliance, comme toi en fait, ils se sont adaptés par rapport à ça. Ils ont aussi des assurances pour les étudiants étrangers. Ce qui est aussi une nouvelle chose, puisqu'en fait, se posait souvent la question comment on fait pour les étudiants étrangers, parce qu'il n'y avait pas d'assureurs encore qui faisaient ça. Maintenant, il y en a quelques-uns qui le proposent, et il y avait le problème aussi des garants, parce qu'avoir un garant étranger, juridiquement, c'est pas valable, donc c'est mieux d'avoir une assurance. D'accord. Toi, tu n'utilisais pas la technique justement de, si tu as un étudiant par exemple étranger qui vient pour 6 mois ou 1 an, de faire payer l'ensemble en fait de la durée de location à l'entrée ou d'un seul coup, ou c'est quelque chose que... Moi, je ne l'utilise pas spécifiquement. Maintenant, j'ai certains étudiants qui me le proposent d'emblée. Certains qui me proposent 2 mois ou 3 mois ou 6 mois ou même 1 an. Par exemple, les étudiants chinois, souvent, ils proposent carrément 1 an de loyer. Pourquoi en fait ils proposent ça? Simplement parce qu'ils ont du mal à trouver des appartements, parce qu'ils ont des profils atypiques par rapport aux locataires étudiants classiques. Et donc ils se disent voilà, il faut qu'on trouve un moyen. Et donc ça montre vraiment qu'il y a un marché spécifique pour les étudiants internationaux. Et c'est un marché où les personnes sont souvent prêtes à mettre
des loyers conséquents pour avoir des biens de qualité. C'est vrai, par rapport à ça, je rebondis là sur ce que tu disais là, sur le fait de l'étudiant étranger. Moi, j'ai le cas d'une personne sur une des colocs, en fait, il y a une chambre qui se libère et il y a une demoiselle des Pays de l'Est, alors je ne sais plus quel pays c'était exactement, mais qui du coup prend pour une période de 6 mois, pareil pour un stage sur la France. Et c'est ce qu'elle nous a proposé en fait directement. Elle nous a proposé, moi écoutez, l'appart m'intéresse, donc je vous propose de payer directement les 6 mois parce que c'est vrai que déjà, pour beaucoup, je pense qu'il y a la barrière de la langue, en fait, parce qu'ils viennent, ils parlent anglais, et on connaît le niveau d'anglais en France qui n'est pas exceptionnel. Donc déjà, quand la personne arrive à échanger par SMS, parce que bon, tu l'as pas au téléphone, mais par WhatsApp, Messenger, voilà, et que tu arrives à échanger déjà dans un anglais où tout le monde se comprend, déjà, elle est rassurée, je pense. Voilà. Et le fait que elle te demande, voilà, elle sait qu'il y a des papiers, tu lui demandes les papiers et puis bon, directement elle te propose, c'est vrai, moi c'est ce qu'elle nous a proposé, voilà, écoutez, moi je suis là 6 mois, je vous paye les 6 mois d'entrée, et c'est vrai que nous ça nous rassure, 2, en plus on va dire que tu allèges aussi ta demande de documents, parce que tu as déjà le loyer qui est payé. Voilà, tu as déjà le loyer qui est payé, donc même si voilà, tu demandes quand même des documents parce qu'il faut quand même des garanties, mais je veux dire, tu vas être moins pointilleux, tu vois, sur le fait de dire bon, elle est là 6 mois, on met 6 mois sur le bail, donc je ne vais pas prendre une garantie française ou quelque chose peut-être plus poussé. En plus, pour ce type de contrat, tu peux utiliser un bail mobilité. Qui est le nouveau type de bail qui peut être utilisé sur des durées fixes. Et donc, ça simplifie aussi les démarches dans un certain sens. Et là, on est vraiment sur la location moyenne durée. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau des loyers aussi, en fait, tu vas pouvoir proposer des loyers intermédiaires entre de la location courte durée et de la location meublée classique. C'est vrai. Ça, tu peux aussi jouer dessus et tu peux même proposer une grille tarifaire en fonction de la durée. Et ça, les gens, ils l'acceptent. Ils l'acceptent, d'accord. Tout à fait. Ça, j'ai pas testé, j'ai pas mis en place justement le fait d'évoluer le tarif en fonction de la possibilité, mais c'est quelque chose d'intéressant à étudier. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de mettre ça en place, et donc cette grille intermédiaire. Il y a aussi des plateformes qui proposent directement les assurances intégrées, comme par exemple Studapart, qu'on connaît bien tous les deux. Exactement. Studapart, c'est une plateforme qui est dédiée à l'immobilier étudiant et qui a beaucoup de clients qui sont des étudiants internationaux, donc on est pile dans la cible. Exactement, tout à fait, c'est vrai. Pour revenir sur ce que tu dis sur Studapart, moi j'ai été contacté par une étudiante chinoise. Exactement, donc c'est vrai que par rapport à ça, de toute façon Studapart va nous en parler ce soir via l'intervention que tu vas faire du coup avec Studapart en combiné sur les rencontres de l'IMO, sur l'événement mensuel, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et c'est vrai que ce système de garantie qu'apporte la plateforme, c'est plutôt pas mal. Ok. Quel conseil tu donnerais à un investisseur, soit un investisseur débutant et potentiellement un investisseur déjà, on va dire, qui peut potentiellement avoir déjà 2-3 biens avec un peu plus d'expérience, mais voilà, à l'un ou à l'autre, si tu l'avais en face de lui, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour un débutant, je lui dirais déjà au départ, avant de commencer à investir, c'est déjà de se former un minimum, de discuter avec des investisseurs qui ont déjà fait ça, qui ont déjà des résultats et des résultats positifs, c'est-à-dire des résultats qu'on veut atteindre, à savoir avoir des... Souvent, le résultat qu'on veut obtenir quand on débute, c'est avoir nos premières rentes, nos premiers bénéfices immobiliers. Donc, allez voir des personnes qui ont déjà mis ça en place, comme toi, Mathieu, comme moi, comme d'autres. Et demandez-leur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, parce qu'en fait, on peut faire l'immobilier de 10 000 manières différentes, mais il y a des manières qui sont gagnantes. Donc, allez voir ces personnes et demandez-leur par les fiscalités, par les prospections immobilières, comment trouver les bonnes affaires. C'est un des piliers pour réussir votre investissement. Et après, il y a un point aussi, là, c'est peut-être pour les gens qui sont déjà un peu plus avancés. C'est tout le processus de mise en location. Donc pour moi, c'est le deuxième pilier. La mise en location, comment faire pour louer de manière pérenne et tranquille, et comment faire aussi pour louer plus cher. Donc ça, c'est pareil, je vous invite à vous intéresser aux stratégies comme la stratégie du meublé étudiant à haute rentabilité, et à vous ouvrir sur d'autres stratégies, à vous diversifier en termes de méthodes.
Pour rebondir sur ce que tu disais, là, sur on va dire le jeune investisseur, moi, je ne donne pas de conseils d'habitude dessus parce que c'est moi qui pose les questions, mais là, par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, c'est ne suivez pas une mode non plus. Ça aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, ça a été un peu quand voilà, l'Internet, tout ça s'est lancé avec les blogs et les formations, c'était le meublé. Après, on est passé directement sur la colocation, par exemple. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des vagues comme ça, en fait, où les gens voient de la colocation, ils se disent « Ah, ok, il faut que je fasse de la colocation, je vais là-dessus ». Et j'ai envie de dire non, pas forcément, plutôt faire ce qui te correspond, en fait, par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à là où tu es situé. Exactement, aussi. c'est ce que j'allais Voilà, dire aussi. parce que c'est bien de faire une coloc, après potentiellement tu peux en faire partout, mais... il y a des endroits qui sont mieux adaptés voilà, pour ça. Voilà, il y a des si, endroits. si vous habitez en campagne ou dans une grande ville ou dans une ville moyenne ou dans une ville étudiante, vous n'allez pas faire l'immobilier de la même manière. Exactement. Si vous habitez dans un endroit touristique, ça sera encore différent. Donc, là, c'est vraiment par rapport à sa situation personnelle et sa situation familiale aussi, parce que là, par exemple, pour la fiscalité, on ne va pas faire de la même manière en fonction de si vous êtes célibataire ou alors si vous avez déjà une en famille. couple avec un enfant. Exactement. C'est vrai qu'après, c'est des choses à prendre en compte. Et c'est vrai que certaines personnes ne se focusent peut-être pas assez justement sur l'aspect fiscalité. C'est vrai qu'ils foncent peut-être trop, des fois, peut-être baisser sur l'acquisition. Tiens, je veux faire ça, tiens, je veux faire 2 colocs ou je veux faire ci. Et en fait, ils oublient cet aspect fiscalité. Moi, je conseille quand même de le regarder assez tôt, parce que souvent, une fois qu'on a mis en place les choses, dans certains cas, c'est difficile de faire marche arrière, donc c'est mieux de le réfléchir en amont, de savoir quel type de fiscalité. Moi, j'ai fait cette erreur, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai pris la fiscalité par défaut, à savoir la location nue classique, et au bout de 2-3 ans, je me suis mordu les doigts, parce que j'ai payé beaucoup d'impôts sur les loyers que je touchais, et puis heureusement après j'ai pu corriger ça, mais si on peut le mettre en place tout de suite bien dès le départ, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Ouais, ça c'est vrai, et après c'est vrai que par rapport à ça, même au fur et à mesure des étapes de l'évolution de ton parc, je pense que c'est bien aussi de voir toi, soit un expert comptable ou un fiscaliste, parce que ça peut te faire évoluer, ça peut t'orienter aussi sur un investissement. Tu vois. Moi, j'avais un investissement qui me faisait beaucoup de déficit. Voilà, en discutant avec le comptable, tout ça, il me dit écoute, sur le prochain, achète sans travaux en fait. Prends un truc qui peut être louable de suite, puisque tu as assez de déficit à côté. Potentiellement, sur l'autre d'après, là, tu referas des travaux, mais au moins, tu gagneras sur celui-là en temps de travaux, en location. Donc, c'est vrai que des fois, on peut se dire. Ça m'embête d'aller payer peut-être, je te dis une bêtise, tu vois, en fonction de là où t'es, de qui c'est, mais entre 500 et 1000 euros par exemple pour faire un point, avoir des conseils. Mais à côté de ça, ça t'en fait gagner quand même vachement plus à côté. Hein. Ce qu'il faut se dire en immobilier, c'est que souvent un conseil, ça peut vous faire gagner 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. Donc si vous payez 500 euros par rapport à ça, c'est tout à fait justifié. Parce qu'on parle là tout de suite de plusieurs milliers d'euros, c'est des sommes importantes. Pareil, la négociation, vous pouvez gagner beaucoup en négociation. La prospection, pareil, en ayant des bonnes méthodes de prospection, vous pouvez trouver des affaires complètement aux antipodes de ce qu'on peut voir sur les sites d'annonces ou dans les agences immobilières. Donc là, je vous invite justement à vous former sur ces points-là, parce que la prospection, c'est quand même c'est le point numéro 1. C'est là que vous allez chercher votre matière première en tant qu'investisseur. Donc formez-vous auprès des gens qui ont déjà acheté des appartements, demandez leurs conseils pour savoir comment acheter les appartements au meilleur prix, où aller pour trouver ces appartements, parce qu'il y a des techniques et des méthodes pour ça. Parce que c'est vrai qu'on de façon générale, on va te parler du Bon Coin ou des sites d'annonces standards, mais c'est vrai qu'il y a d'autres façons moins connues en fait, et où tu peux avoir des deltas en fait d'acquisition beaucoup plus importants en fait, parce que tu sors des sentiers battus, c'est pas des choses qui sont forcément connues. Et donc du coup, du fait de ce peu d'acquéreurs en fait sur ce marché-là, tu arrives à avoir des forces de négo vachement plus importantes. Ouais, c'est vrai. Et on en avait parlé, pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo, l'interview avec Audrey Perrin, on en avait parlé sur la journée Mastermind avec elle, et elle nous avait donné 2-3 tips pendant la journée justement sur des techniques qu'elle potentiellement elle utilise sur de l'acquisition. Et c'est vraiment très très fort en fait, c'est vraiment très fort. Ouais, et puis il y a des techniques qui vous font gagner aussi beaucoup de temps, parce que
Moi, je vois beaucoup de gens qui passent du temps sur les sites de petites annonces, qui mettent aussi des alertes automatiques, etc. Mais ça prend énormément de temps, alors qu'il y a des techniques qui sont passives, où en fait, vous plantez un peu les graines à différents endroits, et après, ça revient directement vers vous. Donc, c'est beaucoup plus simple et moins énergivore que la façon classique qu'on est amené à pratiquer de prime abord, en tout cas. Carrément. Et du coup, dernière question, c'était ton pourquoi. Pourquoi être lancé sur l'IMO? Bon, je l'ai déjà un peu abordé. Je crois que tu l'as abordé. Je l'ai déjà un peu abordé, mais bon, je vais peut-être développer un peu. Mais c'est vrai que le pourquoi, vous l'avez compris. En fait, moi, ce que je voulais, c'est tout simplement avoir plus de liberté dans ma vie de tous les jours, pour pouvoir avoir dans chacune de mes journées du temps libre, pouvoir le matin calmement emmener mon fils à l'école, le chercher le soir, jouer avec lui en journée. Si je veux partir 1 ou 2 semaines en vacances, je peux le faire. Je pars 5-6 fois en vacances par an, ce qui était impossible avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, passer du temps en famille, voir mes amis, faire plus de loisirs, de sport, d'activités. Donc ça change le quotidien. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours cette passion de continuer à investir. Et c'est ça. Le truc qui est en plus, c'est que quand on a ce temps-là, c'est encore plus simple pour investir, parce que on peut visiter en semaine quand tout le monde travaille. Les visites, les banques, pareil, tu peux avoir des rendez-vous beaucoup plus rapidement parce que tu n'attends pas le week-end ou le soir, la fourchette 17-19h, si c'est encore ouvert à cette heure-là, mais en fonction de là où tu es. Mais voilà, tu peux aller n'importe quand, n'importe quelle heure la semaine, donc tu as des rendez-vous aussi beaucoup plus rapidement. Non, c'est clair. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, parce que chaque personne, chaque profil en fait a son pourquoi. Tu vois, toi tu as le tien, chacun, et il faut savoir pourquoi on veut le faire en fait, parce que je pense que faire de l'IMO juste pour, pas forcément se donner un style, mais dire voilà, moi j'ai tant de parcs ou je fais tant de cash, mais t'as rien derrière en fait, sans but. Voilà, Après, ça peut être un but très matérialiste. Moi, je sais par exemple. Ça, je te dis pas contraire. Ça peut être par exemple, vous voulez vous acheter une nouvelle voiture, vous en rêvez, machin. L'immobilier, ça peut être un moyen pour faire ça. Et il n'y a pas de bon but ou de mauvais but. Non, c'est clair. Mais chacun a ses aspirations, ses rêves, ou alors faire plus voyager. Moi, j'ai un ami, Romain. Romain, il n'arrête pas de voyager. C'est un ami investisseur. À chaque fois, je vois des photos. Il est dans les îles, etc. C'est un style de vie qu'il a développé. Donc chacun son rêve, chacun son but en fait. Carrément, il n'y a pas de... c'est clair que c'est pas, faut pas avoir quelque chose uniquement pour famille, uniquement pour matériel. Après, c'est chacun son pourquoi. Mais c'est là que je trouve intéressant, c'est d'avoir le pourquoi de chacun, parce que c'est des choses forcément qu'on n'aborde pas dans les vidéos, tu vois. Et que ça donne du sens justement à ce pourquoi on le fait. Je pense que c'est important aussi de pouvoir se dire, ok, on fait l'immobilier, on gagne, on a des rentes qui sont en place, et de pouvoir se dire à un moment aussi, quand on crée des nouveaux investissements, pouvoir un peu fêter ça, se dire on en profite aussi, faire une petite pause, un petit temps. Parce que moi, il y a des moments dans l'année où je fais absolument pas d'immobilier, il y a des moments où je reprends, etc. Donc mais ça équilibre aussi de pouvoir en profiter. Pas non plus tomber dans le collectionneur, parce que je connais ces investisseurs, ils n'arrêtent pas, mais je me dis quand est-ce qu'ils soufflent. Mais c'est vrai que c'est une drogue aussi, on y prend tellement vite goût qu'on a envie à chaque fois de continuer. Une fois qu'on a une formule qui marche, on a envie de la répliquer, parce que c'est efficace, et à chaque fois on s'améliore aussi. À chaque fois qu'on fait un nouvel investissement, on se dit tiens, là on pourrait faire ça, on pourrait améliorer ça ou ça, et à chaque fois on progresse. C'est ça qui est génial aussi. C'est clair qu'après, quand tu commences à avoir du cash flow qui tombe, des belles rentabilités, que tout roule, que tu fais bien tout correctement, c'est clair que tu as envie de recommencer et de repartir sur d'autres opérations, peut-être même de la diversification après, sur partir d'autres types de biens, d'autres projets. Voilà. C'est vrai que ça, je suis assez d'accord avec toi, je retourne sur le sujet du fait que ça soit entre guillemets assez addictif. Et puis... Si tu veux, il y a aussi, on se fixe des buts. Par exemple, au début, moi, je me fixais un référentiel. Je me disais, il faut que je fasse 10% de rentabilité. Mais ça aussi, avec le temps, ça va évoluer. C'est-à-dire qu'on va gagner en compétences. Puis aujourd'hui, moi, je vise plutôt au-dessus de 15% de rentabilité. Et ça, en fait, c'est adapté à votre situation. Peut-être au début, fixez-vous des objectifs atteignables, atteignez-les. Et après, vous allez progresser. Et puis, vous allez voir aussi, ce qui est génial, c'est que
Aujourd'hui, par exemple, vous allez gagner des loyers, vous allez avoir un certain bénéfice qui est généré, mais les loyers ils vont augmenter au fil des années, et donc vous allez, dans quelques années, ça va être encore plus intéressant. Ouais. Donc ça aussi, c'est un phénomène qui est sympa quoi, quand on investit. Ah, c'est vrai parce que moi j'ai tendance à voir certaines personnes des fois qui viennent me voir, tu vois, pour me demander voilà, soit un accompagnement, le fait de dire bah, voilà, est-ce que tu peux chasser pour moi, trouver un bien, voilà, des choses comme ça. Et en fait, quand tu discutes avec eux, ils ont trop, je pense, de relations avec Internet où tu as des gens qui t'annoncent de but en blanc, voilà, j'ai mis 100 000 euros, j'ai récupéré 30% de renta et tout ça. Et en fait, les gens focus en fait là-dessus. Sur, on va dire, moi j'appelle ça quasiment des anomalies de marché en fait, tu vois, parce que d'avoir, voilà, donc, et en fait ils focus là-dessus et soit ne passent pas à l'action, ou alors vont passer à l'action, mais quoi, une fois en fait en 10 ans peut-être, ou en 5 ans, et c'est ça un peu la problématique, c'est d'avoir, je pense, peut-être un petit peu moins, des choses réalisables, mais d'en faire plus, et au bout du compte, bah, tu te fais ton patrimoine, tu te fais ta rente, tu te fais voilà, différentes choses. Et c'est vrai que... je suis tout à fait d'accord avec toi. Il vaut mieux avoir des objectifs qui soient adaptés à votre situation. Parce que en fait, moi je remarque par exemple aujourd'hui, si je vais sur un investissement avec gros bénéfices, etc., il y a toujours une part de risque dedans. Et par exemple, là, les derniers investissements que j'ai faits, par exemple, j'ai acheté un 3 pièces où il y avait des travaux à faire dedans, il y avait des incertitudes. Je ne l'aurais pas conseillé à un débutant parce que c'est quand même un petit stress à gérer. Ouais. Alors, une fois que c'est terminé, que vous voyez tout qui est rénové, machin, vous dites, oh purée, il avait de la chance, il était là au bon moment. En fait, non, c'est pas de la chance, c'est plutôt on est là et on se dit, on évalue le risque, mais c'est aussi l'expérience qui permet de se dire, est-ce que je peux aller là-dessus, comment je vais le gérer, est-ce que j'ai suffisamment de distance pour pouvoir émotionnellement le gérer. Et ça s'acquiert au fil des investissements. Donc commencez par quelque chose de raisonnable, faites votre premier investissement, ça va vous rassurer vous, ça va rassurer les banques, et après vous pourrez continuer, et c'est un beau parcours, c'est un beau parcours de vie. C'est clair. Ok, cool. Bah écoute Eric, autre chose à rajouter sur la vidéo, ou c'est good pour toi? Je vous invite à venir sur le blog Campus Invest, et sur le blog sur lequel je partage mes aventures immobilières, pareil, la chaîne YouTube Campus Invest. Vous verrez ce que je mets en place par rapport au logement étudiant. Voilà, je partage mes aventures, je donne des conseils, et il y a plein de petites astuces à découvrir, des petites pépites comme on dit sur la chaîne YouTube. Yes, moi de toute façon je mettrai les liens dans la description en dessous, donc comme ça vous pourrez rediriger sur la partie d'Eric si vous souhaitez découvrir les vidéos conseils, les tutos que tu donnes sur internet. Avec plaisir. Ok, bah écoute Eric, super, merci à toi en tout cas pour l'interview, et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, à venir aux rencontres de l'IMO aussi qui est sur Paris, venir participer aux événements Mastermind, et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine interview. Ciao ciao.